Bonjour, bonjour. Dernière partie de cette émission, un seul sujet, et ce sujet, c'est un grand sujet qui est devant moi, c'est Charles Taylor, philosophe. Bonjour, Monsieur Taylor. Bonjour. Il est coprésident de la Commission de consultation sur les pratiques. Il a été d'accommodement relié aux différences culturelles qui a donné donc ce fameux rapport Bouchard-Taylor qui a 10 ans. Ça avait été au départ un peu le prétexte pour cette invitation. Le fait aussi qu'il a reçu juste avant Noël un prix prestigieux venant d'un institut californien, l'Institut Berggruen. Et ce prix était remis pour une contribution à une meilleure compréhension et à l'avancement de l'humanité. C'est quand même une grande et noble cause. Il y a Charles Taylor en ce moment, par contre, retour de toutes ces questions. Comment vous sentez-vous maintenant, le temps, une dizaine de jours après ce qui est arrivé à Québec, à ce moment où le gouvernement libéral est en train d'essayer de trouver un compromis pour faire un premier pas concret? Est-ce que vous êtes aux aguets? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous êtes un peu découragé d'avance, pessimiste? Ben non, je suis assez optimiste. En fait, le coup de cet acte horrible a été très dur. Mais ce qui m'a impressionné, c'est la réaction de la population, de la société civile. C'était inouï. Il n'y a pas un autre pays au monde où... société civile d'une part, mais aussi les gouvernements. Et vraiment, c'était sincère aussi. Les gens voulaient retrouver une certaine solidarité, une certaine fraternité entre les différents groupes. Et donc, je crois que ça, c'est un pas en avant. Hein. Les deux tendances existent dans la société, il ne faut pas se leurrer. Hein. Il y a une tendance qui se propage avec les internets, avec les sites. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aussi, les sites qui répandent l'islamophobie, etc., etc. Et les exemples étrangers qui ne nous encouragent pas dans ce sens-là. Mais j'ai cru, en fait, prendre de tout ça une autre attitude des Québécois, que nous ne sommes pas comme Trump, comme les autres, qui mènent vraiment des campagnes de discrimination contre leur minorité, que c'est pas ça, nous. Hein. C'est un peu la réaction des gens aux États-Unis, des libéraux qui ont dit « That's not us, that's not America », etc. Ben, il y avait cette réaction, ça c'est pas nous, et ça c'est très très sain, parce que franchement c'est une question profondément identitaire. Oui, alors dans la mesure où c'est une question profondément identitaire, l'identité, c'est quelque chose qui est toujours en mouvance. Hein? Oui, c'est ça. Et en ce moment, l'identité, qu'est-ce qui se passe avec notre identité? On dirait qu'on a de la difficulté à la comprendre nous-mêmes. On a difficulté on dirait que la présence de l'autre, parfois, devient une menace à notre identité. Qu'est-ce que ça dit sur notre propre identité, ça? Ça, c'est parfaitement normal dans un sens. Il y a un changement dans la population inouï, avec des gens très différents. Ça provoque toujours un inconfort. Qu'est-ce qui va arriver? Souvent, devant la commission, les gens disaient est-ce qu'ils vont nous changer avec un brin d'anxiété? Alors, c'est absolument normal. C'est la façon dont on traite ces émotions, la façon dont on les oriente qui compte. Et moi, je crois que la tendance a quand même été bonne. Évidemment, il y a toujours cette propagande, mais depuis c'est 9 ans, pas 10 ans, 9 ans, parce que le rapport a été déposé. A été publié en 2008, parce qu'on a eu, évidemment, la charte des soi-disant valeurs québécoises, qui n'a pas réussi. Et je crois qu'il y a beaucoup de réserves dans la population autour de cette charte, même ceux qui, de prime abord, oui, c'est une façon de stopper ce changement, etc. Ouais. Même ceux-là avaient pensé 2 fois. Et ça, je crois que c'est profondément québécois. Il y avait 2 sondages, j'avais plusieurs sondages, mais il y avait des sondages sur 2 questions à l'époque que je trouve très significatives. Êtes-vous en faveur de la charte? À peu près 55, oui. Croyez-vous qu'il devrait y avoir des congédiements par suite de la charte? 54%, non. Okay? Alors, ça veut dire que beaucoup de gens hésitent. Oui, ce serait plus confortable, mais est-ce qu'on peut
Aller jusque-là, oui. Aller jusqu'à. Est-ce qu'on peut, disons, en faire des victimes de certaines gens pour qu'on se sente meilleur? Et là, la réponse était un peu plus majoritairement oui, non. Non. Ouais. Alors, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que les gens sont encore partagés là-dessus. Ouais. Si vous regardez les États-Unis, il n'y a personne qui voit. Il y a quand même aussi beaucoup de gens qui sont pour l'accueil et la tolérance aux États-Unis. Beaucoup de gens. Mais il n'y a pas d'hésitation. Et c'est deux crans très strictement. Oui, tandis qu'ici, OK, ce que vous voulez dire, c'est qu'ici, on passe d'un état d'âme à l'autre. Il y a un certain flou. Oui. Dans ce flou-là, par contre, il y a une impression... Bon, vous avez glissé au passage, on se rend compte que c'est normal que les gens se posent des questions, se disent qu'est-ce qui va arriver, est-ce que ces gens qui arrivent vers nous vont vouloir nous changer? Puis, comme vous dites, il faut c'est normal, on doit les rassurer, on doit se rassurer, on doit s'arranger pour que ça se passe bien. Dans votre bilan que vous avez, une entrevue que vous avez accordée au Devoir la fin de semaine dernière, Charles Taylor, vous glissez au passage, les immigrants, à la base, veulent toujours s'intégrer. Oui. Ils veulent s'intégrer, sauf une très petite minorité. Alors, comment ça se fait qu'en ce moment, on a un tel problème de perception? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire le contraire, qui vont vous dire qu'ils veulent nous imposer leur mode de vie. Il y a en ce moment un courant qui veut nous convaincre qu'au contraire, les immigrants ne veulent que former des petites communautés qui vont prendre de plus en plus de place. C'est l'ignorance. Si on habite à côté de musulmans, si on les côtoie, si on les fréquente, si on travaille avec eux, etc., cette attitude n'existe pas. Mais par exemple, il y a des parties de la province où on rencontre rarement ces gens-là. Alors, on est nourri par les médias. Les médias ne sont pas toujours très responsables. Et pas seulement les médias d'ici, on est nourri par toute l'atmosphère de l'Occident. Alors nous, francophones, nous sommes aussi très conscients de ce qui se passe en France. Et là, c'est complètement différent. Là, c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. En quoi? En ceci. Si la plupart des gens qui viennent dans les pays riches, ils viennent parce qu'ils veulent avoir un certain épanouissement et ils veulent surtout pour leurs enfants avoir de l'espoir d'une vie meilleure. Le cas de la France est tragique en ce sens. D'abord, beaucoup de ces immigrants maghrébins sont de l'ex-empire et on sait les expériences terribles que l'Algérien, les Français... Ah, d'accord, l'ex-empire français, colonial. Français, oui. Et puis ensuite, ils ont été discriminés de toutes sortes de façons. Et ce qu'on trouve surtout depuis l'élection de Hollande en 2012, il y a eu un virement. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui disent... il y a les djihadistes qui leur disent constamment « Vous n'êtes pas acceptés en France, ils vous haïssent, ils vous méprisent, vous n'êtes pas français. » Et il y a beaucoup de jeunes maintenant qui commencent à adopter. Nous sommes des musulmans, pas nécessairement djihadistes, pas seulement des violences. Mais oui, nous ne sommes pas français, nous sommes musulmans. Ça, c'est le moment d'une cassure profonde dans la société. Si jamais on pousse jusqu'à ce point-là, on va le regretter pour... Mais Charles Taylor, il y a beaucoup de gens qui, en ce moment, prétendent que c'est ce qui est en train d'arriver au Québec. Non, on ne voit pas de... Il y en a quelques-uns, mais on ne voit pas de phénomène massif. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui est indéniable, c'est que les femmes musulmanes adoptent de plus en plus le voile. C'est un phénomène d'affirmation. Je ne suis pas en train de dire que c'est un phénomène de conquête, de prise de pouvoir, de prise de contrôle. Mais il y a, en tout cas, une affirmation de l'identité qui est beaucoup plus forte qu'il y a 20 ans. Oui, mais c'est pas du tout la même chose. Parce que c'est pas... En France, c'est une contre-identité. Là, ce sont des musulmanes qui se disent, mais c'est la règle du jeu, c'est un pays de liberté, on a le droit de faire ça et on s'affirme comme Québécois avec les droits des Québécois. C'est une mentalité complètement différente. Ce qu'il faut éviter, c'est ce que j'appelle la contre-identité. Alors, la contre-identité, c'est quoi? C'est je suis moi-même et ça veut dire je suis contre vous. D'accord, je m'affirme comme musulman contre votre société. Contre votre société. Je ne suis pas français. Ce que vous dites, c'est qu'ici, les femmes qui portent le voile, dans la plupart des cas, c'est des femmes qui disent « Je suis une Québécoise, mais comme c'est un pays de liberté, j'ai la possibilité de choisir de m'identifier aussi comme musulmane. » Oui. C'est ça, exactement. Il y a une différence énorme entre... Et ça, c'est une différence énorme de posture, mais le résultat... Pour des gens qui sont un peu qui ne connaissent pas ces nuances-là,
le résultat perçu est peut-être le même, non? Non. Oui, à condition d'ignorer complètement ce que ces gens-là pensent. C'est ça le problème. Dès qu'il y a des contacts étroits, des amitiés se forment normalement, et puis tout ça se règle. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est exactement, en fait, si on va tirer sur des gens dans une mosquée, c'est parce qu'on est viscéralement possédé par la haine, par toutes sortes de problèmes, on est d'accord avec ça. Mais j'imagine qu'on est obsédé par l'idée que ces gens-là, justement, vivent une contre-identité. C'est ça, oui. Et là, après, on apprend que ces gens-là, au contraire, sont des gens parfaitement intégrés, productifs, amicaux et ouverts. C'est ça, exactement qu'on a vu avec les 6 victimes de cet attentat terrible, immédiatement. Et puis ça a été très sain et très bon qu'on a vu ces gens-là à la télévision, leurs familles, etc. Et on voyait qu'ils ne demandaient pas mieux que de s'intégrer ici, ils demandaient à pouvoir participer, donc, contribuer. Donc, ils n'étaient pas du tout dans ce que vous appelez la contre-identité. Oui, c'est ça qui est vraiment dangereux. Lorsque, à l'intérieur, ça peut arriver en dehors de tout contexte d'immigration. On a eu des périodes au Canada où l'identité canadienne-anglaise, l'identité québécoise était... Dans la contre-identité. Dans la contre-identité, oui. Ça. Et on a réussi, j'espère, à surmonter ça, et ça fait une société beaucoup plus unie, beaucoup plus fructueuse, champ d'expérience positive pour tout le monde. On a su vaincre ça. Mais c'est difficile lorsqu'on s'engage dans la voie de la contre-identité, difficile d'en sortir. De désamorcer. C'est un cercle vicieux qui s'emballe, c'est ça. C'est ça. Vraiment un cercle vicieux. Parce que de part et d'autre, on fait des gestes absolument... Alors, donc, la clé, c'est beaucoup l'intégration, la bonne intégration, d'être vigilant, de créer des portes, des ponts. Vous l'avez souvent dit, vous l'avez redit dans les articles que vous avez signés depuis l'attentat de Québec. Dans Le Monde, vous évoquez un fait historique. Dans Le Monde, un article qui a été repris aussi dans Le Devoir, que vous co-signez avec Jocelyn McClure. Charles Taylor, vous évoquez, vous nous rappelez, mais on évoque souvent ce fait-là, que la modernisation du Québec a impliqué, entre autres, une lutte contre l'Église catholique. Donc, on a été marqué... Puis le retour du religieux fait peur. Oui. Ça devrait être un phénomène générationnel, ou est-ce qu'on est resté même... Parce que je dirais plus que c'est la génération de mes parents qui a vécu ça, de devoir tasser un peu le religieux pour que le Québec se modernise. Moi, je suis encore consciente, une héritière de ça. Est-ce qu'avec les générations, cette espèce d'allergie au fait religieux va s'atténuer, vous pensez? Ah oui, ça s'estompe, c'est clair. Parce que si on a eu, encore une fois, ma source, c'est les consultations de la commission. C'était très intéressant. Parce qu'il y avait une attitude très ambiguë envers le catholicisme. Ben non, maintenant, mais historiquement, comme source d'identité, oui. Alors les gens étaient d'accord de garder... Ah oui. Oui, mais... je me souviens des paroles passionnées. Le curé a forcé ma grand-mère à avoir 15 enfants, etc. C'était vraiment une colère. Ben, c'est la même chose entre les deux peuples au Canada. On remonte en arrière, le boss a refusé de négocier en français avec nous. Mais il n'y a personne qui a ça comme expérience de vie, et même comme expérience de vie, en quelque sorte, qui vient d'en haut, parce que la grand-mère de cette personne-là, c'est les petits-enfants et les mais ça se transmet. Ça se transmet. Ça se transmet, mais pas avec la même passion. Pas avec la même force. La même force, c'est ça. Alors, oui, historiquement, nous avons fait, surtout la majorité canadienne-anglaise a fait des gestes absolument inacceptables de nos jours, fermés, à l'époque, toutes les écoles catholiques, etc. Toutes les écoles francophones. Les écoles francophones, mais c'était il est visé en tant que catholique souvent, plus qu'en tant que francophone. Mais alors, oui, OK, mais je lis ça dans l'histoire, mais il n'y a personne qui peut me communiquer ces formes d'oppression comme expérience vécue d'eux-mêmes ou des proches. Comme cette personne-là qui parlait de sa grand-mère, c'était vraiment santé. C'était encore viscéral. Viscéral. Ça. Et puis ça se communique, mais avec le temps, ça... Oui. Alors, entre-temps, par contre, avec le temps, ce qu'on voit à travers le monde, c'est un retour du religieux. Et là, il y a quand même beaucoup de gens au Québec, puis nous, dès qu'on parle de phénomènes religieux à cette émission, très souvent, des auditeurs nous écrivent en disant qu'ils souhaitent la fin des religions. Puis ça me surprend toujours. Alors, souhaiter la fin des religions,
est-ce que c'est quelque chose sur le plan philosophique qui peut se débattre, que l'humanité serait mieux sans religion? Parce qu'il y a des gens qui sont absolument convaincus de ça. Oui, je connais beaucoup de gens comme ça, mais même en dehors du Québec. Je crois que c'est, empiriquement, c'est une absurdité. Pourquoi c'est une absurdité, Charles Taylor? On ne veut pas de Gandhi, on ne veut pas de Mandela, on ne veut pas. C'est des gens religieux et des gens non religieux, si vous voulez. C'est toujours des deux côtés. D'une même réalité? Des grandes questions. Il y a des gens athées qui ont fait des monstruosités, Staline, Pol Pot, etc. Il y a des gens religieux qui ont mené les croisades, toutes sortes d'horreurs. En même temps, de l'autre côté, il y a des gens des deux bords qui ont combattu contre le communisme. Il y a des gens religieux aussi qui ont combattu contre la force de la violence religieuse. Des gens comme Gandhi, par exemple. Et donc c'est tellement clair que c'est pas ça qui est... C'est la façon de vivre sa conviction profonde. Il y a des gens qui croient qu'il faut faire ça par la violence. Et les gens qui croient... Par exemple, les djihadistes maintenant, des djihadistes vraiment forts de l'État islamique, ils voudraient abolir, au moins à l'intérieur de l'islam, ils voudraient absolument abolir tout ce qui n'est pas sunni, tout ce qui est de façon très wahhabite, tout ce qui est... Et alors, ils massacrent les chiites partout, parce qu'ils ont cette vision, ça va être un islam complètement pur. Et les communistes avaient la même idée. Oui. Alors, tout en étant athée. En étant athée. Alors, c'est tellement... Donc, le problème, c'est pas la religion, c'est le dogmatisme. Où qu'il soit, ou le fanatisme? Le fanatisme. Enfin, en quelque sorte, si on croit on a ce rêve merveilleux, et on peut y arriver si, justement, on pouvait éliminer ces gens-là qui nous empêchent de tourner en rond, si on peut vraiment les écarter complètement. Alors là, c'est une espèce de fanatisme, mais une espèce de... C'est quoi exactement? C'est difficile de nommer cette émotion-là. C'est l'idée que on pourrait vraiment J'ai être raison, pur. autrement dit. J'ai raison, d'abord. Oui, d'abord, j'ai raison. Je crois que j'ai raison. Je crois que tout le monde devrait être social-démocrate. OK, d'accord. Et je n'accepte pas que Trump a raison, mais... Je dois imposer ma raison. Oui, ce serait détruire le but que je cherche. Si je deviens dictateur, je tente de fusiller ou mettre en prison tous ceux qui sont pas d'accord avec moi. Alors, on peut avoir très fortement convaincu qu'on a raison, mais on voit que la condition humaine est telle qu'on ne peut pas y arriver à travers la violence, à travers la guerre, etc. Ça va miner les valeurs du but que l'on cherche. Alors, il y a des gens qui très clairement voit ça, et surtout il y a assez d'exemples au XXe siècle. Ben oui. Même si on avait l'illusion de croire au début du XXe siècle que le communisme pouvait s'imposer par la force, ça devrait être assez clair maintenant que c'est pas comme ça. Alors il faut pas voir ça comme athée contre religieux. Croyant. Faut voir ça comme ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Oui. Donc c'est plutôt être méfiant de n'importe quel système qui veut s'imposer par la force, qu'il soit un système religieux, politique, idéologique, peu importe. C'est ça, oui. Se prémunir de ça, essentiellement. Oui. De ceux qui veulent nous contraindre. Oui. Agir par la peur, utiliser la peur aussi. Utiliser la peur, mais le comble de tout ça, c'est l'idée que si vous qui m'opposez n'existiez pas, si vous disparaîtriez complètement, maintenant, on pourrait y arriver au but. Hein? Ah oui. C'est ça, Lénine a cru ça. Hein? Il faut... Donc, c'est une forme de paranoïa, ça aussi, de voir l'autre comme un obstacle? Mais c'est une sorte d'angélisme que si seulement on pouvait enlever ça de l'existence... Tout irait bien. Tout est réglé. Alors, pour Lénine, en fin de compte... le moins qu'il existe de ces gens-là de passer plus rapidement. Vous dites pour Lénine, puis on sait les conséquences que ça a eu. Mais là, on est en train de voir ça dans des systèmes politiques existants, et même élus, et même quelquefois démocratiquement élus en Europe. Oui. Ça vous inquiète? Ah, beaucoup. C'est la même mentalité. Hein. C'est-à-dire, ça commence, on est même rendu un peu inconfortable par ces gens-là qui nous ébranlent, etc. Et ça finit par sacrer les dehors. Maintenant, ça pourrait être sans violence, mais
l'idée que ce serait tellement mieux sans vous autres, Ouais. et puis on trouverait moyen de vous écarter, de peut-être vous envoyer le message très doucement que vous n'avez pas à faire ici. Ben alors, vous n'avez pas d'affaires ici. Ce matin, on entend des chiffres démographiques qui nous montrent que si on n'avait pas des immigrants, de toute façon, nous, on disparaîtrait. Oui, c'est ça. Alors ça, je pense que l'affaire... Mais alors, Charles Taylor, en terminant, si on veut concrètement que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas ces réactions de contre-identité qu'on a expliquées tout à l'heure, qu'est-ce que c'est pour vous? Puis je veux pas qu'on fasse la liste d'épicerie des recommandations que vous voudriez voir adoptées par le gouvernement libéral. Débordé de talk. Non, mais vraiment, les choses les plus utiles qu'on pourrait mettre en action pour que l'intégration se fasse bien, pour qu'il ne se développe pas de contre-identité, pour que les contacts entre les citoyens et les nouveaux citoyens se fassent bien, qu'est-ce que ce serait les pôles sur lesquels il faudrait Il y agir? a quelque chose qu'il faut faire, quelque chose qu'il ne faut pas faire. Dans le genre qu'il faut faire, multiplier les possibilités de contact entre les gens qui ne se rencontrent pas. Et autrement qu'après des tragédies, là, comme ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Ouais. Et maintenant, l'atmosphère est propice à ça. Oui, donc il faut le cultiver. Il faut cultiver. Il y a plusieurs moyens, mais on n'a pas le temps de les énumérer. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est des gestes, en quelque sorte, irrémédiables de discrimination. Alors, si on propose une autre charte des valeurs québécoises, etc., ça dit à la population en général, c'est des gens dangereux. C'est des gens qu'il ne faut pas voir ici. Et ça conforte les peurs, etc. Et ça crée encore cette atmosphère de ce sont des gens dangereux. Alors, il ne faut pas viser. Il ne faut pas cibler ces gens-là. Il ne faut pas les cibler, mais il faut quand même mettre des balises. Vous en avez proposé des balises. Oui, il y a naturellement des balises. S'il y a coutume de certains groupes immigrants va à l'encontre de notre charte de la coexistence paisible entre les populations, comme de raison. La charte nous donne, disons, des principes pour régler ça. Mais si on s'habille de façon un peu différente, et quand on fréquente ces gens-là, on voit que ce n'est pas le reflet d'un désir de nous détruire, de nous changer, mais c'est un sentiment. Nous avons demandé, Gérard et moi, à nos immigrants ici, pourquoi vous êtes venus ici? Première raison, liberté. Deuxième raison, je voulais donner une carrière à mes enfants. Un avenir. Un avenir. Mais première réponse, liberté. Ouais. Ils viennent de pays où on est très restreint par la société, par les régimes. Ici, on peut être nous-mêmes. C'est intéressant de toujours se rappeler ça. Ils sont venus ici pour la liberté. Alors, Charles Taylor, philosophe, coprésident à l'époque de la Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles, qui a donné le rapport Bouchard-Taylor. C'était Gérard Bouchard, bien sûr, qui était avec lui, qui vient d'obtenir un prix important aux États-Unis. Bravo encore. Et voilà, c'est les 10 ans du rapport Bouchard-Taylor qui est plus que jamais d'actualité. On en parle encore ce matin. Merci beaucoup pour cette visite, Charles Taylor, ces propos.